What's wrong? What are you afraid of? You don't talk much, do you? Did the cat get your tongue? I can't stay long, you know. It's almost time for church. The wind blew the tide into the graveyard last night, came over the wall and right up to the church door, washed away some of the tombstones. Have you ever heard about Redbeard? Redbeard? He's been in the churchyard again and taken another man. What? Master Greening. They say it was Redbeard that took him. Do you believe in ghosts? I believe people should stay out of the graveyard at night while Redbeard's around looking for his lost diamond. If I knew where it was, I wouldn't be afraid. I'd sell the diamond and rebuild the manor. When my mother lived here, she said the house had 100 rooms and stables for 100 horses and fountains with gold and silver fish that played all the time. But it's not yours. It belongs to Mr. Fox now. We're going to live here together. He's my friend. That's the bell for church. My uncle's waiting. Are you coming? Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Now, Master Block, does he live or die, huh? Are you all right, sir? The exercise was beneficial. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Ici le cinécrophile Antonin qui vous propose une émission un peu spéciale dont les détails vont vous être dévoilés tout de suite. Bonne écoute. Lucy! Hello? Lucy! Come hello! Donc bienvenue donc à ce nouveau rendez-vous que j'organise donc à l'Arvor en partenariat avec la librairie Le Fayet, qui s'appelle donc du coup de l'écran à la page et qui est consacré à des rencontres avec des écrivains de cinéma ou comme dirait Serge Danet des passeurs. Donc il s'agira de faire venir régulièrement du coup des écrivains de cinéma, que ce soit des critiques, des historiens, des théoriciens peut-être si on n'a pas peur d'avoir encore moins de public aujourd'hui et histoire de mettre un peu la pensée sur le cinéma un peu au centre et puis évidemment de proposer un film que nos invités choisiront. Là ce soir ça sera Wendy et Lucie choisis par l'équipe de la revue Apache que je suis très content d'avoir en première invité de ce rendez-vous, sachant que le prochain rendez-vous arrivera bientôt, c'est donc Jean-Baptiste Torret qui viendra parler de Michael Mann et je suis très content parce que du coup comme je vous le disais, moi quand j'avais la vingtaine et on faisait un fanzine, et j'ai désespéré un petit peu que les salles de cinéma rennaises nous tendent un peu la main pour faire des séances. Donc je suis très content une fois, maintenant que je suis surpuissant à Rennes, de pouvoir tendre la main à votre équipe. Et aussi parce que vous faites un travail, c'est Apache pareil, une réussite assez totale, en tout cas mieux que nous ce qu'on faisait à l'époque.
D'une part par voilà un peu l'acuité critique et puis une sorte d'écriture un peu vibrante, très personnelle, qui sort un petit peu des oripeaux universitaires, je trouve, et comme c'est souvent le cas de pas mal écrits universitaires que des fois je peux lire et du coup je ne lis jamais jusqu'au bout. Mais vous, je lis jusqu'au bout. Donc, merci à vous d'être là. Alors, Apache, c'est une revue qui est née en 2020, qui en est à son 3e numéro. C'est 2020, hein, je ne me trompe pas. Et qui s'intéresse à chaque fois, en plus d'un petit cahier critique, à 2 cinéastes ou courants à qui il consacre un dossier. Bon, on va commencer par le début. Alors, comment est née cette revue Mao. Ouais, merci. Qui est rédactrice en chef. C'est ça, je suis rédactrice en chef de la revue. La revue, elle est née sur Internet, donc en 2019 en réalité, parce qu'en fait, on avait envie d'écrire et on n'a pas attendu d'avoir la possibilité de passer au papier pour le faire. Donc, on a eu un site pendant 1 an et à un moment, on a sorti donc le premier numéro en juin 2020. Et après, voilà, les 2 autres se sont suivis en décembre 2020 et puis en août 2021. Et l'idée, c'était, donc tu l'as dit, de s'extraire d'une écriture universitaire. À l'époque, on était tous à la fac, mais on n'avait pas envie en fait d'écrire comme ça pour parler des films. L'idée, c'était de proposer quelque chose tout simplement qui nous ressemble un peu bêtement, mais en fait, on discutait des films après les séances et il y a un moment, c'était bien de pouvoir faire des ensembles là-dessus, de proposer des ensembles qui soient personnels et cinéphiles en fait, qui soient tu as souligné ça, hein, l'écriture assez personnelle qui vient vraiment de chaque rédacteur, et c'était important je pense pour nous de pas uniformiser comme ça un style dans l'ensemble du numéro. Donc voilà, la revue elle est née de ces circonstances. C'est un peu événementiel aussi. Enfin, on n'a pas préparé ça pendant des années, quoi. On a eu envie d'écrire un moment et puis on a lancé ça et ça a plutôt fonctionné, quoi. Alors, moi, je sais que quand on avait fait un fanzine à l'époque, on avait ce positionnement aussi de vouloir écrire aussi contre quelque chose. Enfin, contre peut-être l'université déjà, on en parle un petit peu, contre aussi une certaine cinéphilie, surtout contre des revues un peu dominantes. Et donc j'aurais aimé savoir un peu si vous, ça a été un facteur de désir dans la création de cette revue, de vous positionner un petit peu contre des écrits de cinéma qui vous paraissaient pas correspondre à vous, votre vision de la critique, du cinéma en général. Je réponds et puis après je passerai aux autres rédacteurs, mais... Alors moi je l'ai pas pensé contre, mais par contre différemment oui vraiment. En fait il y a un moment on se retrouvait pas, ou moi je me retrouvais pas dans ce que je lisais, que ce soit en fait les cahiers du cinéma qui est quand même la revue la plus connue, ou même les nouvelles revues comme la 7e Obsession en fait qui se met à faire une page, un film, un truc hyper mécanique comme ça qui a pas vraiment de sens, où on se demande pourquoi les numéros sont faits et tout. Donc ouais, on voulait faire oui désolé, on voulait faire différemment après. Je pense que c'est pas forcément un danger, mais parfois quand des personnes débutent aussi dans ce genre d'entreprise, justement la position contre est un peu le seul moteur. C'est-à-dire il faut tout de suite créer une école, suivre certains films et en défoncer d'autres, et en fait s'attacher à ça pour exister un peu. Nous, je crois qu'on n'a jamais fait ça en fait. Dès le premier numéro, on a parlé de ce qu'on aimait et on se dit que ça marcherait, en fait, ça tiendrait comme ça. Mais de fait, c'est très différent dans la forme et dans le fond des autres revues qui se font. Si quelqu'un d'autre... Alors Pierre. Oui, donc c'est ce que disait Mao. On s'est pas positionné. On s'est positionné en différence. Donc on a voulu faire quelque chose de différent des autres revues du cinéma, de cinéma qui existaient également. Par contre, je pense que notre positionnement par rapport au film, il est pas du tout contre les films. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours très important dans le choix des thèmes des numéros. C'est de jamais prendre des cinéastes qu'on n'aime pas vraiment ou pas du tout pour en dire beaucoup de mal, par exemple. C'est toujours parce que d'ailleurs ça peut arriver d'être ça peut être un moteur pour certains textes, mais en fait la rédaction ne cherche jamais à défoncer un cinéaste, en fait, à le descendre. Donc Kelly Reichardt on aime beaucoup, Jason Kay on aime beaucoup, Fritz Lang on aime beaucoup, Eric Romer on aime beaucoup, enfin voilà, tous les thèmes des numéros c'est des cinéastes qu'on aime énormément et avec lesquels on se positionne vraiment à côté. On travaille avec les films. Dans le premier édito tu écris Mao sur justement le fait qu'on est aussi avec les critiques, avec les films, quoi. Je pense que c'est important dans contrairement justement à ce qu'on pourrait imaginer donc de l'équipe de Delorme à l'époque, qui était au Cahier du cinéma, qui était souvent assez agressive. Alors ça avait un certain charme aussi, mais ça ne nous intéressait pas forcément d'être agressif avec un courant particulier du cinéma pour en sorte de sauver une forme de
une forme qui serait plus pure ou plus intéressante. Je dis ça parce que ça fait un peu partie d'une sorte d'histoire de la critique où ça s'est quand même vachement basé là-dessus, même depuis le début, parce que je pense que même les Louis Deluc et compagnie qui allaient critiquer le théâtre filmé, ou après évidemment l'exemple le plus connu étant les jeunes Turcs des cahiers du cinéma qui attaquaient la qualité française et jusqu'à voilà, effectivement tu citais Delorme, mais même pour prendre un autre courant complètement différent, on va prendre l'équipe de Starfix qui allait défoncer le cinéma de chambre à coucher, un peu auparavant Serge Danet qui allait défoncer le visuel, mais qui finalement ce sont quand même des débats critiques qui quand même a été hyper importants à l'époque et qui ont formé un petit peu leur renommée quelque part. En fait, je pense que on peut aussi, et nous on se rend compte que ce positionnement contre, il peut se faire en fait au moment de la rédaction. Alors vraiment pas au moment de la constitution du sommaire, je pense, mais en fait on se rend compte que donc les textes s'écrivent, et par exemple dans le numéro, donc le dernier sur Kelly Reichardt et Jazz Anke, on va avoir quelque chose quand même qui traverse le dossier Kelly Reichardt, qui va être donc contre un certain formalisme, par exemple, qui aboutirait dans Fursko, selon nous, donc son dernier film. Mais voilà, c'est quelque chose qui se tisse entre les articles, qui vient pas se crier pendant l'édito ou même en amont du numéro, mais ça se crée à l'écriture entre nous quand on en discute. Non, mais c'est parce que du coup, voilà, pour continuer sur le fait d'être contre et du fait que ça peut se jouer aussi au moment de l'écriture. Pour appuyer, enfin pas forcément pour appuyer, mais parce que ça me fait penser à ça. Ce qui se passait aussi avec Kelly Reichardt, c'était que avec Jazz Anke, c'est la première fois qu'on écrivait sur des cinéastes contemporains en vie qui ont un discours dans les films et à côté des films, et sur aussi lesquels d'autres revues effectivement écrivent en temps présent, notamment pour Kelly Reichardt, vu qu'elle avait une rétrospective à Pompidou qui va se faire du coup maintenant, et qui accompagnait la sortie de son dernier film qui va sortir, qui est Fursko. Et par exemple, moi, quand je lisais un peu ce qui avait pu se faire sur Kelly Reichardt, notamment dans les cahiers, moi je sais que mon article, il était contre une espèce de pensée qui faisait de Kelly Reichardt une femme cinéma. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait, une femme cinéma, et pourquoi est-ce qu'on lui demande de se justifier par rapport à ce statut automatiquement? Pourquoi on lui demande de rendre des comptes là où en fait on ne demande pas de rendre des comptes à par exemple un cinéaste? Et quelque part, je crois que c'est chouette parce que plus ça va et plus en fait on a des questionnements qui sont dans le présent pur et dans le contemporain pur. Et ça fonctionne aussi finalement avec les cinéastes quand c'est des cinéastes de patrimoine. Et par exemple, alors avec Lang, c'était un peu léger parce que c'était notre premier numéro et que c'était assez impressionnant. Mais par exemple, il fallait aussi embrasser la question de la droite, du fait qu'on parle aussi de cinéastes qui sont droitiers et que à la fois c'est toujours des films qu'on aime, à la fois les choses sont beaucoup plus complexes, notamment quand on écrit. Moi je trouve que c'est très complexe d'écrire sur les choses et de faire la part aussi des choses et de pas forcément verser dans une distribution des points, etc. Mais qu'en même temps on peut pas non plus ignorer la question, et ça c'est un truc je pense qu'on va travailler aussi avec le prochain numéro, même si je pense qu'on peut le garder surprise, mais c'est vraiment un... J'aurais pas l'exclusivité peut-être hors micro, hors audience, mais ça c'est aussi une question qui nous traverse et dont on prend conscience aussi à mesure qu'on avance, quoi, tout simplement. Je suis d'accord, juste pour rajouter, mais vraiment complètement en accord avec ce que tu viens de dire, le numéro 2 sur donc Éric Rohmer et Murnau. Failli oublier. En fait, c'est manifeste qu'à un moment, on se retrouve, nous, à écrire un numéro sur un cinéaste, donc Éric Rohmer, duquel on dit, où on accole des adjectifs comme marivaudage, légèreté, je sais pas, c'est l'été, c'est un cinéma léger, c'est la conversation, c'est rien de grave, rien d'important en fait. Et nous, on se retrouve face à ces films avec manifestement une opinion opposée en fait. Et c'est ça aussi qu'on développe dans le numéro et qu'on avait envie de montrer, quoi, qu'Éric Rohmer est un cinéaste génial, mais qui n'est pas un cinéaste léger en fait. Et à ce moment-là, on s'écarte et on se désolidarise de beaucoup de discours qui se portent sur ces cinéastes, quoi. Surtout oui, parce que je pense que Rohmer c'est sûrement un des cinéastes qui a le plus de clichés qui lui a collé aussi sûrement, quoi. Parce que je pense que les vrais admirateurs de Rohmer en fait doivent peut-être le voir un peu ce que tu dis, mais c'est vrai que Rohmer il est détesté pour ces sortes de clichés aussi par beaucoup. Vous l'avez un peu dit là, mais moi c'est quelque chose qui m'a tout de suite étonné lors du premier numéro. Et tu l'as dit, c'est le troisième, c'est le premier en fait où vous vous attelez au cinéma contemporain.
Et dès le premier, en vous attaquant du coup au Mac-Mahonien, et je vous demanderai de revenir un petit peu là-dessus, et à donc Fritz Lang, premier, c'est ça ? C'est ça. Je voulais savoir en fait si c'était vraiment une volonté, enfin moi je m'interroge, c'est vraiment une obsession chez moi, mais de m'interroger à l'évolution de la cinéphilie suivant les générations. Et moi ça m'avait hyper étonné de voir une revue de cinéma arriver, faite par des gens très très jeunes, et qui allaient remettre Fritz Lang à l'honneur dans leur sommaire. D'une part, moi je me disais c'est intimidant déjà, et en plus je me dis mais c'est quand même, moi je me rappelle quand j'étais étudiant à Rennes 2, c'était vraiment le musée quelque part Fritz Lang, et je prenais ça aussi je me disais peut-être que c'est aussi une volonté dans cette volonté un peu militante cinéphile de se dire on va remettre ça, les sortir du musée, puis y accoler un regard contemporain, et peut-être aussi parce que le cinéma contemporain nous paraît moins bien, je sais pas, et ça c'est aussi une de mes obsessions, mais voilà, je voulais que vous reveniez un petit peu là-dessus. Alors, intimidant, oui, c'est vraiment intimidant. Enfin, parce que décider d'un sommaire, c'est très bien, et après, écrire sur tous ces films, ça a été un peu plus compliqué. Mais je pense qu'en fait, moi je l'ai dit au début, mais on a fait ça. En fait, c'était vraiment notre envie d'écrire qui a primé. Et en fait, Fritz Lang était à ce moment-là un cinéaste qu'on aimait beaucoup, et qu'on aime toujours beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment circonstanciel. Et à un moment, on a décidé d'écrire sur lui. Et je pense qu'en fait, ça se fait pas contre une production contemporaine, puisque de toute façon, les numéros intègrent un cahier d'actualité, qui est un cahier important en fait dans la revue, qui est pas annexe, qui est pas fourre-tout non plus, et qui est en premier d'ailleurs. Et là, on défend des films en fait qui comptent pour nous et qui se font aujourd'hui. Après, en fait. S'emparer de cinéastes comme Fritz Lang, d'un courant comme les Mac-Mahoniens ou après Romer, etc. Je pense qu'en fait, ce serait un peu bête de penser que ces objets, donc tous ces films, sont des objets finis. En fait, il ne s'agit pas de dire on va les éclairer avec notre regard contemporain, mais en fait, on peut tout à fait s'en emparer encore et encore dire des choses et en faire en produire d'autres discours, quoi. Je pense que c'était évident pour tout le monde au départ, quoi. Ouais. Enfin, effectivement, le côté musée, c'est exactement ça. Enfin, ce dont tu parlais. Mais c'est, comment dire, on peut quand même continuer à visiter ces films-là. Après, c'est clair que moi-même, j'avais parlé de Tourneur, mais pas de Fritz Lang, mais c'est des réalisateurs comme ça qui sont des Jacques Tourneur, ouais. Mais des classiques, quoi, tu vois. Et c'est dur à appréhender. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion un peu de défi qu'on se lance. Franchement, des fois, tu vois, même quand on parle de cinéma contemporain, c'est saisir des enjeux. Plus au présent, c'est une autre difficulté, mais je pense qu'elle est... c'est différent, mais ça reste exigeant au fond, quoi. Par rapport à la question que tu poses et ce qui a même pu se dire, il y avait quelque chose qui se jouait aussi avec Lang, mais je pense qu'encore une fois, c'était pas prémédité, mais par contre, on s'en rendait compte quand on écrivait, et notamment sur cette idée à la fois d'aller contre et à la fois de revenir. Ce qui s'est passé avec Lang, c'était que aussi avec Lang, on revenait dans un autre musée qui n'était pas seulement le musée Lang, on revenait aussi dans le musée de l'histoire de la critique. Et Lang, c'est notamment quelqu'un qui a quand même cristallisé énormément de questionnements, par exemple des cahiers du cinéma des années 60, etc. Et c'était aussi revenir à Serge Danet, c'était, je sais pas comment dire, c'était revenir un peu à des monstres sacrés qui ont été aussi les nôtres, qui sont peut-être encore les nôtres. Et en fait aussi de réussir à écrire sur Lang sans seulement paraphraser ou reproduire malgré nous quelque chose qu'on admire énormément et qui par exemple avec Danet serait le cinéma de la peur, le cinéma je sais pas moi, le cinéma comme quelque chose qui remonte en permanence. Et moi je sais que je m'en étais rendu compte parce que c'est notamment criant, parce qu'avec Simon Pajot qui est pas là aujourd'hui mais qui fait partie des rédacteurs, on avait écrit sur le tigre du Bengale et sur le tombeau hindou. Et en fait Danet, quand il va écrire La Rampe, et quand il va surtout La Rampe, du coup, qui est un recueil d'articles de Danet, et puis il fait une préface, et puis même il intercale des textes qu'il écrit au présent de l'édition de ces articles passés. Il va reprendre ces deux films-là, notamment avec la figure des lépreux qui sont sous le... Bon, alors là, je parle d'un film donc je ne vais pas résumer maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais à un moment donné, il y a des lépreux qui sont sous le temple d'un Maharaja, dans un peu les catacombes, et qui vont revenir vers le spectateur, et c'est l'image qui fait peur et l'image qui peut faire tout basculer. Et en fait, il fallait à la fois écrire avec ça, et en même temps, ne pas rester que là, tout en ne reniant pas non plus quelqu'un que, moi, je sais que c'est aussi le cas de d'autres, mais qu'on aime profondément. Et du coup, c'était assez marrant parce que c'était à la fois revenir quelque part, et à ce moment-là, je pense qu'on était contre. Et là, ça devient peut-être un peu tordu, mais ce n'est pas tordu. On revenait, en fait, on arrivait contre aussi
une utilisation de certaines références. Et je pense à ça parce qu'avec le Apache numéro 3, on ouvre une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique couloir et qui serait à la fois une rubrique qui s'ouvrirait à des événements contemporains du cinéma, mais qui s'ouvrirait aussi à un ton plus polémiste, notamment avec un article là, de Simon Pajot qui fait un peu un état des lieux de l'utilisation massive de Danet, qui devient un peu une formule et dont on reprend les concepts un peu comme des formules clés et qu'on va utiliser pour, par exemple, le visuel. Allez hop, c'est acquis. Et puis comme s'il n'y avait plus rien après le visuel, comme si le maniérisme, c'était toujours revenir à ça, alors qu'en fait, on a changé d'image, on a changé de médium. Et du coup, c'était ça. Quand tu dis qu'on se lance des défis, je pense qu'on essaye aussi de... En fait, je sais pas comment dire, mais moi j'ai l'impression que même quand j'écris sur quelque chose du passé, je fais une espèce de mise au point au présent de là où on en est. Pas juste moi, mais qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment, quoi. Moi, je voudrais que vous reveniez sur un des sujets de votre premier numéro, qui est donc les McMahon, les McMahoniens. Bon, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et de personnes peut-être dans notre nombreux public qui savent pas. Mais j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, parce que c'est une vision de la cinéphilie, en tout cas, qui paraît... qui est historiquement hyper importante, mais qui paraît assez extrême, qu'on pourra pas connaître, qu'on pourrait plus connaître évidemment aujourd'hui. Je voudrais que vous reveniez un petit peu là-dessus. Les McMahoniens, ce sont, et c'est ça qui nous a intéressés beaucoup dans le premier numéro, ce sont d'abord des spectateurs en fait. Avant d'être les critiques qu'on connaît parce qu'ils ont écrit dans les cahiers du cinéma, puis parce qu'ils ont fondé Présence du cinéma. Voilà, c'est un groupe de spectateurs qui fréquentent le McMahon. Et d'ailleurs, tous les McMahoniens ne sont pas critiques, en fait. C'était des personnes qui allaient donc dans ce cinéma près de la place de l'Étoile et qui diffusaient en fait des films américains classiques et uniquement ça. Et qui présentaient à son entrée le fameux carré d'as, donc de 4 réalisateurs, donc Lang, Walsh, Lozay et Preminger, qui sont les 4 cinéastes élus de ce courant et un peu les seuls dignes d'intérêt. Et c'est là qu'on arrive vers le côté un peu extrême de ces personnes et de ces discours. C'est assez compliqué, je trouve, d'aborder c'est pour ça que j'ai posé la question. Merci. Après tout, on en a fait c'est toi qui as pris le micro. Mais disons qu'en fait, on a dans leur pensée est fondée sur un principe de fascination devant les films, c'est-à-dire un oubli du spectateur devant l'image, un oubli du spectateur dans l'écran et dans la salle, c'est-à-dire on laisse ce qu'on est à la porte et puis après on est dans le film, quoi. Donc d'où aussi l'appréciation des films de Lang qui mettent en scène évidemment l'hypnose, etc., le film de Preminger. Donc en fait, cette fascination, elle est très personnelle. En fait, la fascination, elle va être ressentie par un spectateur et elle va être difficilement partageable. En fait, dans les articles des McMahoniens, on a l'idée que il y a un cinéma juste, il y a un cinéma beau, et le beau, c'est l'image du vrai. Et en fait, ce cinéma, on y est sensible ou non. Et si on y est sensible, c'est très bien, on a compris. Et si on n'y est pas sensible, c'est tout, en fait. C'est pas des articles mode d'emploi. C'est pas des articles qui vont venir enseigner une manière de regarder. C'est pas la politique des auteurs, en fait. C'est pas une politique. C'est pas un mode d'appréciation des films. C'est pas non plus un panthéon. C'est pas un échafaudage. C'est un rapport pour eux, je crois, assez direct à ce qu'ils voient et à la mise en scène. Et c'est ça qui les rend aussi difficiles à aborder parce que c'est un système très fini, très clos, en fait. On peut pas vraiment le rapporter à notre présent. Enfin, on peut pas se dire, est-ce que on pourrait parler comme des McMahoniens de Wendy et Lucie. Ça n'a pas de sens, en fait, parce que c'était à une époque donnée, c'était un groupe de personnes. Je pense que le courant est fait des personnes qui l'ont pensé, en fait. Donc, c'est difficilement exportable. Peut-être que... Pierre, tu veux rajouter ? Ce qu'on peut exporter, et tu en as quand même parlé un petit peu, c'est leur façon d'approcher les films, qui est justement une approche donc, qui ne va pas chercher à convaincre, qui va juste chercher à faire état de ses sentiments pendant le film et de les transmettre. En gros, Michel Mourla, il va expliquer à un moment dans un texte où il développe sa pensée critique, où il va juste dire, voilà, mon travail, c'est pas de vous convaincre que le film est bien, parce que ça c'est ce que tu as dit, le film est bien ou il est mauvais, mais en fait ça c'est acté déjà avant que le critique commence son travail. C'est juste de vous dire ce que j'ai ressenti, c'est de transcrire mes sentiments sur le papier. Et ça, je pense que c'est le début
Et c'est une partie de notre approche aussi à nous, critiques. C'est pas pour faire un lien entre nous et les McMahoniens, il n'est pas question de ça, mais c'est une façon que nous, on a aussi de parler des films. C'est-à-dire qu'on va voir les films d'une façon assez personnelle. Et en fait, si le film nous plaît, on va avoir envie d'en parler. En fait, on va avoir envie d'en parler de notre point de vue. On dit pas je tout le temps, mais c'est ça qui nous intéresse. C'est de parler du film depuis notre position de spectateur et puis après de critique. Et c'est un peu aussi comme ça qu'on va aussi parfois constituer des sommaires. On aimait bien Murnau, on a décidé de parler de Murnau. C'était pas une forme d'échafaudage non plus. Il s'agissait pas de dire il faut défendre Murnau aujourd'hui, c'est très important. Non, on était plutôt sur une idée que Murnau nous plaisait, Rohmer nous plaisait, les deux ça fonctionnait bien ensemble. Allez, on essayait d'écrire. Et après, on s'est rendu compte que c'était très compliqué. On a fait tout un tas de réunions et on a écrit sur Murnau. Mais enfin voilà. Après, typiquement sur les McMahoniens, comment dire, il y a aussi eu des difficultés, notamment parce que les McMahoniens, même si c'est pas une politique des auteurs, c'est évidemment politisé et ça a quand même des tendances fascisantes, notamment quand ils parlent du corps de l'acteur qui est un des objets et un des médiums de la fascination du spectateur. Et en fait, ce corps, c'est souvent le corps puissant de l'homme, c'est souvent évidemment un corps blanc, etc. Et en fait, nous, avancer avec ce corps-là, ça nous excite pas des masses, contrairement à eux. Et en fait, quelque part, c'était bien aussi de travailler un peu au corps à corps avec cette pensée-là, pour voir aussi ce qui nous regardait, mais surtout ce qui nous regardait plus avec ça. Et en fait, je trouve qu'il y a eu deux conséquences un peu de ce numéro et de ce dossier-là en particulier. Déjà, qu'on s'est rendu compte que peut-être qu'on n'avait pas été... Et je dis pas ça comme si c'était un échec ou quoi que ce soit, mais c'était bien de se rendre compte qu'en plus c'était le premier numéro, donc on pouvait encore le faire, etc. Mais déjà on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été assez critique peut-être, et qu'on n'avait peut-être pas assez embrassé la critique des McMahon et de cette pensée-là qui est quand même fascisante et qui n'est pas intéressante forcément à poursuivre. Et puis, ce qui était assez marrant, c'est qu'on avait un entretien qui n'était pas fait exactement par nous, qui était fait par Justine qui est super, hein, qui est un super entretien, et qui a rencontré Mourlet. Et cet entretien, il est à la fois passionnant parce que quelque part, c'est vachement bien ce qui s'est passé avec les McMahon parce que ça nous permet de savoir c'était quoi une autre rédaction à l'époque que les cahiers, par exemple. Enfin, c'est bien aussi d'élargir son spectre de l'histoire de la critique, etc. Donc Justine, elle a fait ce travail-là avec, haut la main, quoi. L'historisation, etc. Elle est passionnante. Mourlet, il a encore des choses à dire, etc. Mais ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait, l'entretien, il faisait quelque part un travail qu'on n'avait pas forcément fait, ou alors l'entretien faisait un travail malgré l'entretien lui-même et malgré Mourlet lui-même, qui pourtant avait le monopole, entre guillemets, de la parole. Et en fait, on voit en direct, en lisant l'entretien, que les McMahon, c'est aussi une pensée qui vieillit. Et que Mourlet, maintenant, c'est aussi un vieux personnage, qu'il y a des pensées qui tiennent pas, et que quand, par exemple, il dit le cinéma expérimental et le cinéma d'animation, c'est que de la chiotte, et en fait, non, c'est pas intéressant, parce qu'en fait, on va pas rester. Et nous, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait que des vieux cinéastes, pour dire les choses un peu facilement. C'est que je pense que, justement, on veut pas de ça aussi. On veut aussi parler de l'animation, on l'a pas encore fait, à part dans les cahiers critiques, mais on le fera. On veut parler du cinéma expérimental. Moi, ça m'intéresse. Pas forcément une cinéphilie ou un cinéma qui serait constitué de certains films, et puis après, il y aurait des périphéries, en fait. Tout coule ensemble, etc. Et c'est ça qui est passionnant. Et du coup, je pense que c'était un peu une épreuve du feu, un baptême du feu, ce dossier-là, et qu'on en tire encore les conséquences, concrètement. Vous êtes une revue d'extrême droite, quoi. Ouais, ça, c'est forcément, hein. Après, on a des problèmes. non, mais c'était bien de le faire aussi, et je pense que ce sera bien de continuer à le faire, et que notre écriture, elle va forcément aussi s'en bonifier, en fait. Voilà. Juste pour rajouter une dernière chose, mais c'est ce que, du coup, Pierre Gassel, tu développes un petit peu dans ton article, en fait, c'est que le système des McMahoniens, c'est un système extrêmement violent, en fait. Déjà parce qu'il est un peu impénétrable, en fait. Il est complètement exclusif. Alors, pour les réalisateurs et puis pour les spectateurs, hein, clairement, on voit ou on voit pas, quoi. Bon, c'est rude. Et puis, parce que tu le disais, Agathe, il place le corps de l'acteur et il part dans quelque chose d'assez lyrique et puis et complètement fascisant, en fait, de vérité dans le corps. Et en fait, la vérité, elle va être dans le corps, mais elle va être aussi dans le corps qui souffre. Et après, quand Lourcel, par exemple, parle de Mizoguchi et des contes de la lune vague après la pluie, il va dire qu'en fait, c'est là que la nature de l'homme se révèle. En fait, c'est dans la douleur et c'est dans la peine et que c'est là qu'on peut y accéder, quoi. Donc il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a une sorte de mystique doloriste un peu. Ouais, voilà, complètement. Et qui va traverser les articles des McMahoniens d'accès à une nature un peu pure, en fait. C'est là que ça devient... c'est là que ça vrille, en fait, complètement. Et
c'est ce que et t'en parles un peu, tu vois. Et voilà, et c'est là que... Et je pense qu'en fait, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi parler d'un sujet sans y être affilié, en fait. C'est-à-dire qu'on en a parlé, mais que c'est ni nous, ni... voilà, en fait, c'est juste qu'à un moment, on peut se pencher sur l'objet et voir, en fait, à quel endroit... il est intéressant, à quel endroit il l'est pas du tout. Ouais. Après, il y a la fascination en fait d'être devant un courant de cinéphilie, ou en tout cas une pensée du cinéma qui est assez extrémiste en fait. Ouais, complètement extrémiste. Qui est à l'inverse d'une sorte de tiédeur de toute façon, ou d'un peu d'un tous-vous, qui est assez fascinant et effectivement qui va aussi de l'autre côté vers les dérives que vous citez, quoi. Toi, je sens que tu as envie de prendre la parole. Non, mais d'abord, quand on crée une revue, il ne faut pas s'excuser. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné quand j'ai ouvert la première fois la revue donc à la librairie. J'ai dit, putain, mais des gens qui parlent des McMahoniens, d'abord, qui sait encore ce que c'est? J'ai trouvé ça assez culotté, même si c'est un courant un peu, moi je dirais, qui ressemble un peu au courant des hussards en littérature, qui... clairement, pour moi, je revendique le fait que c'est des ennemis, mais que le champ de l'art, c'est d'avoir des ennemis, de les défendre par moment, de les contrer et d'être dans un enjeu de débat esthétique. Et ça, c'est ce que doit porter une revue. Et ça, je trouvais ça hyper culotté que vous le fassiez, parce que du coup, ça changeait des revues ou des nouvelles revues que j'ai pu voir. Je dis, ah putain, ils y vont carrément. Et du coup, bien sûr, la question, et en plus, ils sont peut-être McMahoniens. Donc, on a dû vous le dire, d'ailleurs, vous faire le reproche ou pas, en disant, ah, ça y est, clairement, puisqu'ils choisissent ça. Et que l'idée de provoquer, c'est bien, je pense. C'est bien, pas près de le retravailler, mais chaque courant, c'est clair que moi, les McMahoniens, pour moi, à partir du moment où ils rejetaient Hitchcock, ils rejetaient Antonioni, il y avait quelque chose déjà. Et pour défendre Walsh et Preminger, je me dis, bon, ok, les gars, on choisit ses compagnons de route. Bon, je garde langue, bien sûr. Leur plus grand fait c'est d'avoir permis la sortie des contrebandiers du Moonfleet. Alors, je suis assez ému parce que c'est un film hyper important sur la filiation. Et moi, mes enfants, alors on parle de cinéphilie et de spectateurs. D'abord, tous les courants sont faits par des spectateurs. Enfin, même les cahiers, les autres, ils ont leur cinéma, leur rencontre. Daniel en parle beaucoup de ça et qu'on la met toujours dans une filiation comme vous l'avez fait. Et puis moi, Le Contrebandier du Moonfleet, c'est un film que j'avais vu assez jeune et qui m'avait impressionné. Parce qu'il y a tout pour que ça soit un film loupé, un comédien qu'on dit moyen, Stewart Granger, tout en carton-pâte, un décor, tout va être en décor, mais ça fonctionne. Et puis tous les enjeux de la filiation, de la perte, de qui on est dans un monde. Enfin, Daniel en parle très bien, du coup, de langue aussi. Et c'est le film, moi, je me suis retrouvé... mes aînés ont perdu leur mère. Donc, quand Mathieu a eu 8 ans, mon fils, je lui ai montré les Moonfleet. Parce que c'était hyper important. Parce que ça sauve le monde, et le cinéma, il sauve. Donc, les courants, quelque part, chacun, et on le voit, eux, ce qui est important de retenir, à mon avis, c'est que c'est comment ils se sauvent. Donc, certains dans la figure christique, chacun a son petit catéchisme dans ses courants, mais on voit bien que ces gens, à un moment donné, ça les a sauvés de quelque chose. Et ça les a sans doute sauvés, eux, d'une action politique violente. Et que la médiation de l'art et du cinéma fait que peut-être ces gens-là n'ont pas été complètement des fascistes. Et que de l'autre côté, Godard n'a pas été complètement révolutionnaire. On peut le regretter, mais vous voyez, et alors est-ce que du coup c'est un art petit bourgeois parce qu'on va pas au bout, ou au contraire c'est un art de médiation qui permet d'aller plus loin? Voilà ce que je voulais un peu. Et tant que vous questionnez ça, c'est hyper intéressant. Merci pour ce témoignage. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Non, mais déjà je trouve ça très beau. Comment est-ce qu'on se sauve en fait, tout simplement. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'on revient aussi vers langue, etc. Je sais que c'est à chaque fois qu'on décide un cinéaste, c'est pas forcément toute la rédaction qui suit, ou alors après, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que à chaque fois on part de points très particuliers et qu'après on y va tous ensemble. Et en fait, juste pour dire que c'est chouette d'avoir parlé de Moonfleet et que en fait c'est quelles sont les promesses qu'on se construit tout seul, et que en fait
écrire sur l'angle, c'est aussi écrire sur tout ce cinéma qui tient une promesse et puis qu'après qui s'en va. Et ça, c'est la fin de Moonfleet, c'est s'en aller en disant qu'on va revenir et que tout le monde sait qu'en fait personne ne reviendra, mais qu'en fait on pourra continuer à regarder des films. Et puis ça a avancé comme ça en fait. Et je pense qu'on a aussi un rapport qui est assez grave aux choses, mais grave avec une grande joie et avec beaucoup de bonheur parce que le cinéma... c'est parfois tout en fait, et je pense qu'il y avait aussi cette volonté de faire une revue où on pourrait et je sais que c'est une critique aussi qui revient des fois dans les gens qui peuvent lire ou même parmi nos amis, mais c'est aussi avoir une revue où on n'aurait pas honte de s'en remettre entièrement au cinéma en fait, en tant que tous les films auxquels on regarde et puis on s'abandonne quoi. Moi je sais que des fois c'est des choses qu'il a fallu par exemple, je sais pas, mais on parlait de l'université au début. L'université, c'est absolument formidable pour plein de choses, mais il y a un certain abandon qu'on peut pas avoir. Et je pense qu'à un moment donné, nous, il a fallu qu'on trouve un endroit où on pouvait y aller totalement, en fait. Voilà. Ça a été un vrai enjeu, ça, de quitter l'écriture universitaire? Je pense que c'était pas forcément formulé comme ça, surtout qu'il y en a parmi nous qui sont encore à la fac. Il y en a qui ont terminé pendant l'apparition des numéros. Mais par contre, comme on a tous approché de près ou de loin le mémoire, etc., à un moment donné, il y a eu des expériences d'écriture qui étaient universitaires et qui ont été soit bien vécues, soit mal vécues, soit arrêtées. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Et il y avait quand même un point de comparaison. Et comment dire ? Moi, je pense que ça a été très important à un moment donné de pouvoir écrire sans vocabulaire prédéterminé, même si ce que je vais dire c'est très utopiste, parce qu'évidemment qu'il y a un vocabulaire, il y a un bestiaire en fait. Moi j'ai un bestiaire d'anésien, un bestiaire de critique. Évidemment que quand on écrit on part pas de zéro, mais il y avait une recherche de plus partir avec le prédonné de la fac. Et en fait, pour expliciter ça, je sais qu'à un moment donné sur un article, on n'était pas forcément d'accord entre nous parmi les rédacteurs sur le mot de diégèse. C'est bien diégèse ? C'est le fameux mot qui pose problème. On avait quelqu'un, on a toujours quelqu'un, mais je veux dire qu'à un moment donné, quelqu'un emploie le mot diégèse et ça vient dans le débat de est-ce que tu veux pas juste l'enlever et faire autrement ? Et la réponse qui est totalement normale, c'est en même temps le mot il existe, s'il existe, c'est bien pour aller plus vite, c'est bien pour dire quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Et moi je sais que ça m'a fait pas mal réfléchir de ce débat tout bête autour d'un seul mot. Et en fait, donc la diégèse, c'est ce qui existe dans la réalité du film, on va dire. Par exemple, un son de radio, si la radio est dans le plan du film, le son est diégétique parce qu'il appartient à un présent, à un événement dans le film et dans sa fiction. Moi, j'ai jamais compris ce que c'était que la diégèse, parce que j'ai jamais compris ce qui était dans et ce qui n'était pas dans le film, parce que je comprends pas comment le monde et le film peuvent à un moment donné ne pas être concomitants, et comment on peut à ce point distribuer les choses. Et à ce moment-là... moi, j'étais encore à la fac à ce moment-là, et j'essayais aussi de lire Les mots, les choses de Foucault. Et au début, il écrit sur le tableau les Ménines. Et toute la description de Foucault est extrêmement longue parce que justement, il s'interdit tout mot universitaire qui pourrait lui permettre des raccourcis. Et à plein de moments, il pourrait dire ça c'est diégétique, ça l'est pas. Sauf que lui, justement, il veut déterminer l'espace du peintre, l'espace des personnages, l'espace du spectateur, et rien là-dedans n'est vraiment définissable. Et en fait, je crois que ce qu'à un moment donné, la fac ne peut pas faire, c'est la recherche dans l'écriture même. Et que c'est justement en s'écartant de processus d'écriture où on va dire par exemple diégèse qu'on va pouvoir trouver des nouveaux lieux. Tout comme Foucault trouve des nouveaux lieux à un moment donné dans l'espace de la représentation avec cette description des Ménines. Et s'il avait dit diégèse ou s'il avait eu un mot qui lui serait venu de la fac, ou pas de la fac mais de l'université, etc., d'un langage savant, scientifique, etc., et ben en fait il n'aurait pas eu l'occasion et l'opportunité de découvrir l'espace du regardeur et l'espace de celui qui montre en fait. Et c'est ça aussi qui était important, de donner libre cours à l'écriture, quitte à répéter des choses bêtement, et puis trouver quelque chose de moins bête. C'est une façon aussi peut-être de trouver un vocabulaire, en tout cas qui soit le plus accessible, enfin non pas accessible, mais en tout cas qui soit le plus ouvert possible, en tout cas pour tous les lecteurs, quoi. Parce que je pense qu'en fait il y a une certaine aridité dans la revue qui est voulue quelque part, enfin en tout cas une austérité, le fait d'employer très peu d'images et tout ça, mais en même temps la pensée est assez limpide. Enfin ça vient aussi de l'usage du jeu que vous faites et d'une sorte de
non pas d'une argumentation typiquement scientifique et universitaire, du coup, qui voudrait vraiment toujours prouver ce qu'elle avance, mais en tout cas qui cherche quand même une sorte de limpidité de la pensée, j'ai l'impression, et d'ouverture au spectateur, même dans le choix des sujets, la spécificité des sujets très très cinéphile, et un aspect visuel assez austère, on pourrait croire à quelque chose quelque chose d'assez fermé, en tout cas ne s'adressant qu'à un tout petit nombre de personnes, quoi. Lou, give me that stick. Give me that stick, Lou. Give me that stick. Drop it. Good dog. Good girl. Huh? So nice here, Lou. That man seems so nice. You got a nice yard. Sorry, Lou. I lost the car. You be good. I'll come back. I'm gonna make some money. I'll come back. Moi, je voulais juste, pour finir, en fait, que vous parliez un petit peu de Kelly Reichardt. On va passer tout à l'heure à la revoir, du coup, Wendy et Lucy. Donc, je voulais savoir si... ce qui vous avait amené à choisir cette cinéaste-là, comment vous l'aviez découvert, peut-être, qui veut se lancer là-dessus. En fait, personne n'aime Kelly Reichardt ici. Au contraire, ils sont tous en train de s'engueuler pour savoir non, celui-là il est bien, l'autre il est nul, First Co c'est nul. Au contraire, je pense qu'on l'adore. Après, en ce qui me concerne, je ne saurais pas dater précisément la rencontre, à vrai dire. Je ne saurais même pas te dire quel a été le premier film. Quoique si, maintenant ça me revient, c'était au tambour, c'était pour la dernière piste. Enfin, maintenant que j'y réfléchis. Mais je ne sais plus très bien comment ça s'était décidé. Il me semble que j'avais pas pris part aux décisions, mais j'étais ravi en fait de voir que ça avait été sélectionné. Et c'est qu'elle a sans doute pour revenir un peu sur ses idées d'écriture je trouve qu'elle a un support assez merveilleux pour parler précisément d'une question comme ça, mais très sensible en fait, dont on pourrait parler des heures, mais qui est plus simple en fait à mettre sur le papier. En fait, je me rendais compte en faisant mon article, mais une sorte de, pour le dire en un seul mot, une sorte de justesse, mais assez éblouissante en fait. Mais je saurais pas dire le moi, ce qui m'a ouvert les yeux en fait dans les différents articles que vous avez écrits là-dessus, parce que moi c'est pas une cinéaste que moi j'adore, Wendy et Lucy, d'autres films d'elle qui m'ont beaucoup moins plu. Mais je me rends compte aussi de la façon que j'avais de penser les films, c'est que j'avais des vieux réflexes d'historien du cinéma, que je ne suis pas, mais forcément de toujours rattacher ces films-là à d'autres formes américaines, et de me dire, bon, voilà, on va dire c'est une version low-fi de western, c'est une version low-fi de road movie, et je me rends compte, c'est une lecture qui peut être valide si on veut dans une lecture des formes, mais qui ne pourra jamais rendre compte peut-être de la spécificité du cinéma de Kelly Reichardt dont vous parlez bien. Tu évoquais ça tout à l'heure, aussi sur le fait qu'on la réduise à une statue de femme du cinéma, mais je crois que dans ton article, il me semble aussi, tu parles par rapport à cette question du genre aussi, du fait d'évider un peu le genre, mais en fait c'est pas l'objet du film, quoi, quelque part, quoi. Mais non, mais c'est parce que oui, c'est ça. En fait, Kelly Reichardt, il fallait trouver déjà des points d'entrée et c'était compliqué. Je crois que personne ne se souvient vraiment de quand il a commencé à aimer Reichardt, parce que Reichardt, ça c'est tellement fluide, fluide qu'en fait c'est dur de se rattraper aux branches et de trouver quelque part où s'accrocher. Et il fallait trouver donc des points d'entrée. Et moi, le point d'entrée que j'avais trouvé, c'était s'énerver et défendre. Et s'énerver notamment parce que
En fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse dire en toute innocence que Kelly Reichardt, c'est le sensible, etc. Parce que c'est vrai, et parce que par exemple, ton article, Alexandre, il en parle très justement. Mais le truc, c'est que ce sensible, il a aussi été retourné contre Reichardt, et on en a fait une espèce de particularité, parce que c'est une femme qui filme d'autres femmes, etc. Alors c'est forcément sensible, c'est forcément juste, c'est forcément des petites choses. Mais en fait, il n'y a rien de petit. Enfin, je veux dire, c'est dévastant, Kelly Reichardt. C'est pas de la couture et de la cuisine dans la dernière piste. C'est la vie et la mort. Et je sais pas, mais il fallait aussi rendre compte de ça, tout en faisant pas des articles épiques sur Kelly Reichardt, qui n'est pas épique non plus. Alors, du coup, ça, c'était pas facile. Et du coup, moi, c'est vrai que j'écris plus spécifiquement sur Wendy et Lucie, et j'étais partie. En fait, le point de départ, c'est un numéro des cahiers de l'époque Stéphane Delorme qui s'appelle « Où sont les femmes ?», pour parler des femmes dans le cinéma. Parce qu'en fait, comme ils le font jamais, ils ont eu l'impression qu'il fallait le faire une bonne fois pour toutes. Et c'est extrêmement blessant. Et Kelly Reichardt, elle a participé à ce numéro-là. Ça veut dire qu'ils avaient envoyé un peu une espèce de circulaire, une question de « Pourquoi faites-vous des films ? Pensez-vous que vos films pourraient être faits par des hommes ?» Enfin, des trucs complètement improbables. Agnès Varda avait daigné répondre, et évidemment, et Kelly Reichardt, elle avait participé, mais pour dire je comprends pas vos questions, et en même temps, cette réponse-là de Kelly Reichardt, elle a jamais été écoutée, et on continue de parler d'elle en la féminisant, en lui donnant des missions que elle n'a jamais voulu. Et la question, c'était comment est-ce que on peut faire des films en étant une femme et sur des femmes, et qu'on nous fiche la paix, quoi. Et comment est-ce que ça travaille les films de Kelly Reichardt? Mais là, je m'embrouille un peu, mais comment dire, même du point de vue de l'écriture et de qu'est-ce que c'est que d'écrire sur des films, du coup, ce qui nous regarde nous, comment est-ce qu'on peut parler de ça, du fait qu'il y a des femmes à l'écran, etc., mais sans faire ni de la sociologie, ni... en gros, comment on parle des films, encore une fois, avec eux, et sans les desservir, et sans les retirer du cinéma pour les redonner à autre chose, parce que c'est pas juste, en fait, de faire ça. Et du coup, à ce moment-là, on était plusieurs à lire certaines personnes, notamment Monique Wittig, et le recueil d'articles de Monique Wittig qui s'appelle La pensée straight, et comment faire court là-dessus. Monique Wittig, elle a fait 2 articles très importants à mon sens. Elle a fait le point de vue universel ou particulier dans les années 80, et peu à peu la marque du genre. Et en gros, elle a parlé de comment est-ce que le masculin a eu emprise sur toute la langue. Comment est-ce que quelqu'un qui dit je en étant un homme, ou comment quand on dit il, en fait on ne parle pas du masculin, on parle du général et de l'universel, et en fait il n'y a qu'un seul genre, c'est le genre féminin, parce que tout comme pour d'autres questions dans d'autres débats de société, notamment avec la question de la racialisation, etc., c'est toujours une minorité qui n'est pas une minorité réelle, mais qui est une minorité dans le texte, etc. C'est toujours un certain genre, etc., qui est dominé et qui donc va être marqué. Et par exemple, quand on dit « elle », on n'est plus dans l'abstrait, on n'est plus dans l'universel, mais on appose la marque du genre qui ne fonctionne qu'avec, en l'occurrence, les femmes. Et du coup, comment est-ce que Wendy et Lucie, c'est pas que ça permettait, mais comment est-ce que Wendy et Lucie, ça parle d'une femme et d'un chien qui n'ont rien demandé à personne, qui, à un moment donné, se trouvent en panne, et à partir du moment donné où ils sont en panne, vont être... obligés de parler, et en parlant vont être obligés de se particulariser en tant que chien et femme, là où en fait elles vivaient très bien leur vie sans n'être rien pour personne en fait. Et comment cette violence-là, à la fois elle est dans le film, comment cette violence-là elle concerne Kelly Reichardt, comment elle est apposée par d'autres dans le film et aussi sur Kelly Reichardt, et c'est quoi en fait cette espèce de sensation de rien chez Kelly Reichardt qui en même temps est tout, et notamment le fait que Kelly Reichardt elle aborde toujours les problématiques de ces films depuis le milieu même en fait. Et par exemple, ce qui est passionnant avec Wendy et Lucie, c'est que Wendy, qui est du coup une fille qui a pas grand chose, qui a juste une voiture et un chien, et le chien s'appelle Lucie, comment Wendy, elle n'est pas... Là encore une fois, je fais des boucles, alors du coup après... Mais ce qui est intéressant, c'est que Wendy, elle n'est pas héroïque. Wendy, en fait, quand elle est confrontée à des gens qui lui rentrent dans l'art ou qui prennent trop de place, etc., elle n'arrive pas à exprimer sa pensée et tout. Elle veut juste qu'on lui fiche la paix, ou alors qu'on la prenne en tant qu'elle-même. Mais la vérité, c'est qu'on la prend jamais qu'en tant qu'elle-même. On lui demande toujours des comptes. Et comment est-ce qu'on pouvait parler de Kelly Reichardt qui fait des films qui ne sont pas héroïques et qui pourtant rejoignent des problèmes très particuliers, et notamment du genre, de la sexualisation, etc. Je sais pas si je parle très bien du film, mais c'était très bizarre d'écrire sur Kelly Reichardt, parce qu'en fait il fallait toujours
c'est tout lisse en fait les films de Kelly Reichardt, quoi. Oui, je pense que c'est accroches. Des fois, il fallait se lever. Moi, je sais que ce qui m'a un peu laissé sur le côté sur pas mal de ces films, en fait, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, où j'avais pas d'accroche et tout, et peut-être aussi parce que les récits, je parle pas de Wayne et Lucy, mais les autres finalement. Peut-être déclenche chez les spectateurs, peut-être malgré eux, une sorte d'espérance, une sorte d'attente, en tout cas de lyrisme, quand on prend le western, quand on prend Night Moves, quelque chose de l'ordre du suspense. On va avoir un bagage peut-être, et ça c'est notre problème de spectateur cinéphile, on va avoir des attentes qui sont déçues quelque part parce qu'il y a une approche un peu plus non spectaculaire, mais ceci dit, et je trouve que dans ton texte c'est assez beau, c'est que ça reste quand même des films d'action en fait, mais tu le dis d'action avec un S, quoi. Parce que c'est des films qui sont au contraire vraiment hyper méticuleux et qui rejoignent en ça ce truc très proprement américain, qui s'attache de toute façon à voir les actions des personnages, quoi. On n'a pas accès à leur intériorité, de toute façon c'est pas le projet, et on est dans quelque chose qui va suivre vraiment les actions des différents personnages, qui fait des films, en tout cas Wendy et Lucie à mon sens complètement palpitants, alors que c'est sur des micro-drames, en tout cas des micro-événements scénaristiques, j'ai envie de dire, c'est juste il lui manque 50 cents, quoi, ou dans mes souvenirs c'est un peu ça, et ça devient incroyable parce que toute la dramaturgie est concentrée sur ces actions-là auxquelles on est amené à la suivre, quoi. Enfin, histoire de rebondir un peu sur les questions notamment de genre, etc. J'avais bien envie d'évoquer juste All Joy, qui je trouvais ça. En plus, on retrouve la chienne Lucie dans le film. Enfin bref, comme ça fait le pont. All Joy, du coup, qui ressort en salle bintôt. Peut-être à Rennes. Tu me l'apprends. Voilà. Je vais foncer le voir parce que on est typiquement sur ce genre de micro-événement, un road movie où c'est juste la solitude expérimentée, là, une espèce de romance fraternelle suivie de deux amis où elle va un peu, sans, encore une fois, donner accès à ces questions d'intériorité, faire comprendre que ces espèces de... pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur le personnage idéal McMahonien, elle est aux antipodes de ça, typiquement dans All Joy, et c'est des personnages qui sont absolument pas des blocs, qui, tout en s'effritant, donnent jamais à voir ce qui les brise un peu de l'intérieur dans leur relation, et sans jamais basculer non plus dans... je sais pas, comme ça, ce que des films comme par exemple Brokeback Mountain vont explorer de façon beaucoup plus mélodramatique, et elle a toujours cette retenue, ce que je voulais dire un peu par justesse tout à l'heure, qui est, je trouve, assez immensément précieuse, quoi, où tu as soudain des personnages qui te sont donnés à sentir mais pas à comprendre, en fait. Je vois pas comment l'exprimer autrement là, mais... En fait, Alexandre, je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu l'as écrit dans ton article. et moi, non, mais c'est parce que là, je relisais le dossier, notamment ton article, pour en approche de notre échange. Et tu parles notamment, et je trouve ça très beau, de personnages qui sont rendus présents à des lieux. Et en fait, à cet instant-là, ces personnages qui sont présents au lieu, et tu dis, je crois, page 10 de la page numéro 3, que ces personnages disposent d'un ailleurs propre, que leur silence habite et que le lieu révèle. Et alors, déjà, la phrase est très belle. Et par ailleurs, moi j'ai l'impression que c'est aussi ça, Kelly Reichardt, c'est qu'en fait, on est toujours en décalage avec ce qu'elle fait. En fait, les personnages eux-mêmes sont en décalage. Ça veut dire que c'est pas que les personnages n'ont pas d'intériorité, c'est juste que leur intériorité et cet espace, il est absolument ailleurs que dans le soi, ou que dans la subjectivité, ou que dans quelque chose qui serait facile à dénouer, quelque chose qui serait facile à lire. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui existe, qui est à l'intérieur et qui, tout en étant à l'intérieur, est déjà ailleurs. Et c'est ça qui est super étrange. Et moi, je pense que c'est ça aussi, tu parlais de certaines déceptions, pour reprendre rapidement, et que oui, que les films sont déceptifs parce que justement, on va nulle part en fait avec Kelly Reichardt, parce que de toute façon, alors ça fait très X-Files, mais genre la vérité est ailleurs. Et ce décalage, il est grandiose, et en même temps, il est absolument discret, parce que tu ne montres aucune direction. Et à partir de là, je sais pas comment dire, peut-être qu'il faut revoir les films aussi de Kelly Reichardt. Peut-être que c'est quelque chose qui... Moi, la première fois que j'ai vu certaines femmes, je me suis demandé pourquoi je regardais. Je trouvais ça un peu presque... mais vraiment, alors ça fait un peu violent, mais presque insignifiant. Avant de comprendre que cette insignifiance-là, elle était extraordinaire, parce que dans certaines femmes, c'est 4 ou 3.
Je crois que c'est 3, mais... Mais en fait, il y en a 4 films, il y a 3 segments, ouais, c'est ça. Et en fait, ces 3 segments-là, c'est des choses complètement qui paraissent complètement légères. Il y a quelqu'un qui veut construire sa maison, mais qui ne peut pas avoir le matos exactement parce que ce matos-là, il faudrait l'acheter à quelqu'un d'autre. Il y a une avocate qui se fait un peu dépasser par un de ses clients qui arrive trop dans sa vie. Et puis, il y a une fille qui n'arrive pas à dire à une autre fille qu'elle veut être son amie ou son amoureuse, on sait pas trop, mais il y a quelque chose et puis ça se passe pas. Et la première fois que j'avais vu ça, j'avais l'impression que c'était un cinéma justement un peu lâche, mais ça me plaisait pas trop, etc. Et c'est vraiment en revoyant le film, etc., que ce décalage-là, que cette notion de décalage, elle est magnifique, et qu'en fait, que derrière ces tout petits éléments, c'est aussi des gens qui peuvent jamais être en phase, parce qu'en fait, celle qui veut construire sa maison, il faut qu'elle rachète le bois à un homme qui n'accepte de parler que à son mari et pas à elle, parce qu'en fait, visiblement, il a rien à partager avec une femme. L'avocate, elle n'arrive pas à avancer parce qu'en fait, on lui demande de prendre part à des choses, mais sans vraiment l'écouter elle et sans vraiment faire confiance à son expertise. Et puis en même temps, elle-même dans sa vie personnelle et tout, en fait, elle est complètement dépassée. Et puis la dernière histoire, c'est encore pire parce que il y a 2 personnages qui sont complètement excentrés toutes les deux et qui arrivent même pas à se retrouver parce que le monde est trop dur en fait pour que les gens arrivent. Non seulement les gens sont décalés, mais en fait ils n'arrivent même pas à se recaler entre eux, quoi. Et c'est ça qui est beau en fait avec Arad, c'est de revoir et de se dire qu'en fait tout était là en fait depuis le début, quoi. Mais des fois c'est pas le moment et tu le vois pas, quoi. Lucy, come out now! What are you doing here? Looking for my dog. She's gone. I hope you're real happy. Lucy! Lucy, come! Lucy! Come on, girl. Come on out, girl. Come on, Lou. Yeah, have a great night, okay? You know, your son's a real hero! Lucy! Come now! Vous venez d'écouter la retransmission d'une rencontre ayant lieu au cinéma Arvor et organisée en partenariat avec la librairie Le Fayère. Une première rencontre d'un nouveau rendez-vous intitulé « De l'écran à la page » et consacré à des rencontres avec des écrivains de cinéma. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous. John. Time to go, sir. No, not yet. Sooner than the matter. No. Our plans are changed. You stay here until dawn. Then you're to make your way back to Moonfleet. Go to Parson Glenn. Give him the diamond. Tell him everything. Aren't we leaving together? If anybody stops you, you're to say that I was holding you and you escaped. But, sir, I don't want to go without you. We can't always do what we want, John. I need someone here at home I can trust. Someone I can rely on till I get back. But you'll be back soon? As soon as I can. Can I depend on you? Yes, sir. If you think it's best. It's best. Good luck, John Mahone. Good luck, sir.